Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire Expression Livre. Ce soir, j'ai le grand honneur de recevoir sur le plateau Mohamed Hammouten. Bonsoir. Bonsoir, Youssef. Merci d'être venu de Tizi Ouzou, puisque vous habitez Tizi Ouzou, je crois. J'habite Tizi Ouzou. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous sur le plateau pour présenter succinctement et assez modestement l'héritage que m'a laissé mon père par ses notes, et ces notes qu'il écrivait durant la guerre de libération et qu'on a intitulé Réflexions. Réflexion sur la guerre d'Algérie. Votre père, Ali Hammouten. On va faire une biographie de votre père, militant de la première heure. Puis nous allons voir tout au long de l'émission le contenu de ces notes. Et puis comment le livre a été monté, puisqu'à la fin il y a également d'autres documents. Il y a effectivement une petite histoire dans la confection de ce livre. Voilà, que vous allez nous narrer. Je vais vous la narrer. Alors d'abord, première chose à signaler quand même, hein, c'est que Réflexion sur la guerre d'Algérie, écrit par feu votre père, Ali Hammouten, était sorti en 82 par la SNED, l'ancienne SNED, organisme public d'édition. Et il a fallu 30 ans pour la réédition par l'ENAG de cet ouvrage qui, pour ma part, et on va le voir tout au long de l'émission, est un élément essentiel de la part d'un militant, dans tous les sens du terme. Militant humaniste, puisqu'il va être dans ce qu'on va voir, qu'est-ce que c'était ces centres socio-éducatifs, hein, mais militant aussi, PPA, FLN, pourquoi 30 ans d'attente avant que cet ouvrage ne soit réédité, alors qu'il a été très demandé, je crois? Oui. Pourquoi? Il faut dire déjà que la première édition a mis 20 ans. Avant qu'elle ne soit... qu'elle ne soit imprimée et diffusée. Bon, ça c'était un blocage. Le livre, enfin le manuscrit avait été présenté la première fois à la SNED vers les années 72 peut-être, 73, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et à chaque fois on se heurtait à un refus incompréhensible. Ah oui. Incompréhensible, d'autant plus que la richesse du document, et surtout pour l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses écrites sur la guerre de libération, mais rien ne paraissait. Et il a fallu donc attendre 1983 pour qu'enfin le livre intéresse l'éditeur. Et il a été édité avec une maison en France, la SNED, c'était une coédition, SNED Publisud, et si je me souviens bien, à 15 000 exemplaires qui sont... Ce qui est énorme. Et tout de suite épuisé, pratiquement. Épuisé très rapidement, effectivement. Mais alors, pourquoi pas la réédition tout de suite? On est en 1983. Au bout de quelques années, j'ai effectivement demandé à ce que le livre soit réédité. Et puis, la SNED avait des difficultés et elle a été dissoute. Oui. Voilà. On a repris contact avec l'ENAL, le successeur de l'ENAL. Et puis, on me répondait qu'il y avait encore quelques exemplaires en stock, diffusés à travers le pays. Il y en avait à Tamanrasset, il y en avait à Batna, il y en avait... c'était... Mais le livre n'était pas disponible dans les librairies du centre, d'Alger, de Tizi Ouzou. Au nord, on ne le trouvait pas. Alors, on disait qu'ils allaient ramener le stock, refaire l'inventaire. On a eu de guerre lasse comme ça. Après, l'ENAL a été dissoute et reprise donc par l'ENAG. Et là, un concours de circonstances a voulu que pour le 50e anniversaire, le 50e anniversaire, effectivement, on fasse de nouveau le répertoire de tous ces ouvrages. On l'a sélectionné et c'est parti comme ça. Et nous allons revoir cet ouvrage de nouveau en librairie comme témoignage d'une époque et comme patrimoine
Alors, avant que nous parlions de la biographie de votre père, Ali Hamouten, je voudrais quand même signaler que l'ouvrage a une double introduction, hein, une double préface. L'une signée par grand ami de l'Algérie, Georges Morin, directeur de l'association Coup de Soleil, qui organise chaque année ce qu'on appelle le fameux Maghreb des livres, où il réunit des auteurs venant de Tunisie, Maroc, Algérie, et chaque année, c'est un pays qui est à l'honneur. Et puis vous-même, qui avez écrit une introduction juste avant la parution de l'ouvrage qui est inclus. Et puis on verra qu'à la fin, effectivement, il y a de la documentation. Je suppose que c'est votre choix, avec l'éditeur, de mettre soit des coupures de presse, soit d'expliquer ce que c'était ces fameux centres socio-éducatifs. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, Mohamed Hamouten, une biographie de feu votre père. Assez succinctement, effectivement. Bon, je parlerai de la biographie de mon père. C'est un enfant de Tizi Ouzou. Il est né à Tizi Ouzou, en ville, dans le village indigène, la Dechara, de Tizi Ouzou. Il est né le 16 décembre 1917. C'était donc, bon, à la fin de la Première Guerre mondiale. Oui. Hein, oui. Et on l'était encore pendant. C'était encore, c'était en décembre, c'était effectivement pas loin de l'armistice, hein, 1918, et d'une famille traditionnelle et modeste, Tizi Ouzou. Et il faut signaler que c'était le deuxième enfant d'un jeune couple, et qu'il a perdu sa mère très tôt. Il avait 2 ans quand il perdit sa mère. Donc c'est dans l'ambiance familiale, entouré des soins de sa grand-mère paternelle qu'il a été élevé. Ouais, son père a dû émigrer en France durant cette période, et l'enfant a grandi, et il a été scolarisé à l'école du coin, l'école indigène de la ville. Et il a ainsi, bon, il s'est particulièrement intéressé aux études, il me semble, puisqu'il a pu franchir le primaire et puis passer au collège. Et du collège, passer le fameux concours d'entrée à l'école normale de Bouzaréa, qui était effectivement le sommet pour les générations de l'époque et surtout pour l'indigène qu'il était. C'était rarissime. Oui, très peu d'enfants arrivaient à se particulariser, à gravir ces étapes-là. Donc il rentre à Bouzaréa en 1936, autour de 1936, et il en sort donc comme instituteur. C'est la promotion 1939. Alors de là, il est nommé comme instituteur. Son premier poste dans un village en Haute-Kabylie qu'on appelle Zoubga, un petit village près d'Ain el-Hammam, qui est particulièrement connu aujourd'hui pour avoir été classé premier en matière de propreté et d'organisation dans la wilaya. Peut-être que ce sont les enfants des élèves, hein, de votre père. Peut-être effectivement. Qui apprenait la rigueur civile et morale. Absolument. Alors, de Zoubga, il est mobilisé. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il est resté en Algérie, hein, je ne sais pas où, mais il a été donc mobilisé de 39 à 42, 43. Et de là, il reprend ses fonctions d'enseignant à Adni, un village près de Fort National. Là, il est resté longtemps, assez longtemps, une dizaine d'années à Adni. Il a fait donc une dizaine d'années à Adni, et j'ai eu quelques témoignages d'un de ses anciens élèves, le professeur Absi Tahar, qui était professeur à l'université d'Alger, à l'Institut des sciences de l'éducation. Je dis qui était parce que nous venons d'apprendre malheureusement
qu'il est décédé il y a à peine une quinzaine de jours. Alors, Monsieur Absi me racontait comment il avait beaucoup de souvenirs et beaucoup de respect jusqu'à ces dernières années vis-à-vis de son maître, Ali Hamouten, qui a marqué, je crois, la région. Il nous parlait de ses classes, des cours qu'il préparait à différents niveaux, des cours des enfants qu'il retenait après l'école pour les aider. Pour des cours de soutien. Les cours de soutien, oui, à l'époque, qui étaient bénévoles. Il nous parlait également de sa disponibilité, de son humanisme, de l'entraide qu'il organisait entre les villages, entre les familles. Même, bon, il avait effectivement créé une petite cantine scolaire pour aider les enfants. Tout ça est décrit dans le témoignage que j'ai mis dans le livre. Et surtout aussi, il a gardé un souvenir sur les classes de plein air qu'il organisait. Alors oui, ça, il avait innové. En pédagogie. C'était effectivement une innovation du moment où bon, les classes pouvaient être quand même contraignantes et assez tristes. Lui sortait ses élèves, ils allaient à la campagne, près de l'Oued, il y avait un Oued là-bas, et tout était sujet à apprentissage. C'est ça. La botanique, la zoologie, la géologie, tout était... Et ça, j'en garde un souvenir. Dans la période où on faisait souvent le trajet Alger-Tizi, donc pendant les vacances, alors tout le long de la route, c'était des leçons, mais des leçons agréables, pédagogiques. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je suis quasiment certain qu'il a donné ce type de cours à ses élèves, votre père, parce qu'il y avait, pour apprendre ce qu'on appelait la houille blanche. Oui. C'est-à-dire l'électricité en gros. Alors, à l'époque, c'était un mouvement chez les maîtres d'école, notamment, qui était aussi bien en France qu'en Algérie, à Bouzabera. Alors, on amenait les enfants dehors, on essayait de trouver un petit ruisseau, et on construisait, si vous voulez, une sorte de moulin. Oui, oui. Et puis le moulin tournait avec le ruisseau, et puis on le raccordait avec un système électrique. On le raccordait à une ampoule et l'ampoule s'allumait par magie, parce qu'on fabriquait de l'électricité. Alors, on montrait aux enfants, voilà comment se fabrique l'électricité avec les barrages, avec l'eau. Et c'était tout comme ça. C'était une méthode sur le terrain. Vous savez, j'ai été dans sa classe, moi. Il a été mon maître également. Ah là 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 là. C'était au cours élémentaire. Et je me souviens, bon... Les cours d'histoire et de géographie, alors il ramenait des posters. Oui. Et c'était vraiment, il nous faisait le cours d'histoire particulièrement, mais c'était quelque chose de vivant. Alors on sait dans des gravures au tableau, il y avait les grandes gravures, et c'était vraiment, il nous faisait vivre l'événement. Il ne s'agissait pas d'apprendre par cœur des dates ou alors des résumés, mais c'était vraiment c'était du roman historique, presque. Voilà, des romans historiques très intéressants et captivants pour les enfants. Ça me revient encore en souvenir et je pense qu'il avait quand même des qualités pédagogiques assez exceptionnelles. Bah oui, c'est pour ça qu'il va constituer avec d'autres amis ces fameux centres socio-éducatifs à l'initiative de Germaine Tillon. Donc c'est logique. Il y a une nouvelle voie à prendre, et donc il va la prendre et il va le payer de sa vie. De sa vie. Il va la payer de sa vie. Alors, de Adni, il quitte Adni et rejoint Tizi Ouzou dans les années 50. Alors il devient quelque temps instituteur à l'école indigène où il était. Et ensuite il est promu comme enseignant à l'école Gambetta, l'école des Français, l'école du premier collège. C'est ça. L'école Gambetta, j'en parlerai pour deux raisons. C'était un très bel édifice. Là aussi, je dis c'était parce que malheureusement, l'école a été démolie après l'indépendance
au lieu d'être restauré. Et la deuxième chose, c'est parce que j'y suis né, moi-même. Vous êtes né à l'école Gambetta? À l'école Gambetta, oui. Je suis né à domicile à l'école Gambetta. Eh ben voilà, voilà, vous étiez déjà dans le creuset du savoir. Oh ben, j'ai vécu toute mon enfance dans les écoles, on habitait à l'école et voilà, donc 56... c'est pour ça que vous êtes devenu pédiatre. Alors là, c'est effectivement... habitué à toujours être entouré d'enfants. Dans le subconscient, peut-être une petite orientation que je tiens de lui. Totalement. Ouais. S'occuper des enfants. S'occuper des enfants d'une certaine façon. J'ai même choisi pour ma formation un service assez particulier, le service de pédiatrie de Beni Messous, les années 70, que dirigeait le professeur Grangot, mon maître, et qui faisait beaucoup de pédiatrie sociale. C'est cela. Je vivais un petit peu les centres sociaux dans ce service. Bidonville, cas difficiles. Dans les bidonvilles, à soigner des pauvres gens, des enfants, déshérités. C'était encore comme ça. Hein. Oui, malheureusement. C'était encore comme ça. Donc chaque fois que j'étais dans ces structures-là, je pensais aux centres sociaux. Et je me voyais un petit peu dans son action. Ouais. Alors, votre père, Ali Hamouten, Mohamed Hamouten, c'est que bon, il avait comme ça ce premier chemin, c'est-à-dire s'occuper de l'éducation, faire en réalité ce qu'on appelle aujourd'hui quasiment de la psychopédagogie, hein, pour les élèves qu'il avait, c'est-à-dire pas seulement leur apprendre à lire, à écrire, ou les bases du primaire, mais également éveiller leur curiosité. Mais d'un autre côté, c'était quelqu'un qui s'était engagé tôt, très tôt, dans la lutte de libération nationale. Oui, hein, on le sent. D'abord dans le milieu nationaliste. Oui, il était au PPA, effectivement. PPA, MTLD, je crois qu'il était devenu MTLD. Et puis, dès ses premiers écrits en 56, on le sent engagé profondément dans la lutte de libération. Totalement. En 56, fin 56, 57, il est inquiété par les militaires à Tizi Ouzou. Ouais. Et il est... Déjà, on les pieds. Voilà. Il est interdit de séjour à Tizi. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé muté à Alger. À Alger, il prend ses fonctions à l'école Fougerou comme enseignant. Et il prépare son concours d'inspecteur, le CAIP. Il va avoir même une assignation à prévenu. Voilà. Il est effectivement cité, bon, il passe au tribunal, je ne connais pas les détails. J'ai une copie effectivement de cette assignation qu'on retrouve qui est imprimée dans le livre. Et on se retrouve donc à l'école Fougerou. Et de là, il prépare le fameux concours d'inspecteur, qui n'était pas une chose facile. Je relisais les statistiques. Il y avait environ une moyenne d'un inspecteur indigène, algérien, pour 50 inspecteurs français, d'origine française. Il a pu donc batailler. Il le dit d'ailleurs dans une de ses réflexions, je suis d'un tempérament lutteur. Il s'est bagarré, il a pu gravir, passer cette étape à Paris, et se classer confortablement. Sur 300 candidats, il était 18e. Oh là, c'est magnifique. Magnifique. Oui. De ne pas être vu d'un bon œil. Et voilà, effectivement, ça a dû irriter pas mal de personnes à l'époque. Et je pense que... Alors, après cette réussite, il a eu des propositions de nomination à des inspections. Même en France. Il a choisi, il pouvait rejoindre également l'école normale de Bouzarea, dans la direction de l'école normale. Son ami, M. Dini, l'avait sollicité. Et il se dirige vers la direction des centres socio-éducatifs. Alors, on reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est ces centres socio-éducatifs qui vont être d'ailleurs la cible des ultras.
et notamment de l'OAS, d'où le drame du 15 mars 1962. Mais je voudrais qu'on revienne, avant que nous parlions de ces centres socio-éducatifs, où il y a eu un travail absolument admirable, hein, de la part aussi bien d'Algériens, comme votre père, Mouloud Ferraoun, mais également de Français, comme Max Marchand, notamment. Marchand, Marcel on va les citer pour leur rendre hommage. Il faut le savoir, puisque... et Germaine Tillon, qui chapeautait. Et c'était Germaine Tillon qui les avait créés, qui les avait initiés. Bon. Je voudrais d'abord que nous parlions un petit peu de la structure de ses réflexions, comment il a commencé à écrire ses réflexions. Parce que il va commencer à un moment donné en disant bon, je voudrais faire un petit point de la situation. Là, les choses avancent, on est en pleine lutte de libération nationale. Je voudrais écrire des réflexions sur papier pour que je reste bien planté, les pieds bien enracinés, parce que peut-être que y a des choses qui vont m'échapper, etc. Donc, quasi quotidiennement, il va mettre sur le papier, quelquefois de très longues réflexions politiques, de fond, et quelquefois juste, je dirais, une note d'humeur. Oui. Et il va y avoir deux temps dans ces réflexions. Parce qu'à un moment donné, il semble-t-il que soit elles ont été perdues, il y a une période où elles ont été perdues, ou il a arrêté, ce qui me semble assez peu cohérent. Peu probable, oui. Peu probable. Bon, ces réflexions, comment elles sont venues? Bon, c'est vrai, c'est à l'été 56 que ça commence. L'été 56, c'est la guerre ouverte et il est profondément révolté par cette guerre. Il le dit, c'est une guerre, alors que les autorités parlaient d'événements, de bandes de hors-la-loi. Lui utilise le ramener l'ordre et le calme. Voilà. Lui utilise ce terme de guerre dès 56. Et quand on pense qu'il a fallu plus de 20 ans pour que l'Assemblée française reconnaisse la guerre d'Algérie, là vous voyez qu'il a quand même anticipé. Alors, il analyse les faits et il en veut au gouvernement dit socialiste, lui qui était un admirateur de Jaurès, lui il parle de Jaurès, lui en veut à ce gouvernement, il pensait que ces gens enfin allaient comprendre le problème algérien et allaient négocier rapidement la paix. La paix et structurer l'Algérie nouvelle, qui allait inéluctablement vers son autonomie, vers la promotion de la majorité de sa population. Bien sûr, surtout depuis 1945. Depuis 1947. 1947, le fameux statut, l'échec du projet Blum-Violette en 1936. Bon, tout ça, il en parle. Et là, il déplore. Il observe depuis Tizi Ouzou les actions militaires. Il parle des bombardements des ballons de Sidi Ali Bouneb. Il parle des incendies. Il parle des populations livrées à cette horde de fascistes, en fait. Oui. Ah non, il est cinglant avec la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, et avec Guy Mollet, il est cinglant. Et il condamne. Et il dit, vous allez éloigner l'Algérie de la France. De cette façon, l'abîme se creuse. Une de ces réflexions, je vais la lire, elle est dans la fin du premier cahier, où il parle que désormais, c'était en septembre je pense, désormais l'Algérie, un abîme sépare désormais l'Algérie de la France. Bon, ça fait rien, on y reviendra. Voilà, et puis bon, après cette analyse politique, il poursuit, et puis il dénonce l'amalgame que font les politiciens, la presse coloniale. L'amalgame avec l'éclatement de l'affaire de Suez. Alors, ça c'est très important parce qu'il en parle beaucoup de Suez. Pourquoi il en parle? Il en parle parce que on voulait réduire la révolution algérienne à une manipulation étrangère au nom du panarabisme de Nasser.
Lui, non, dit non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement le résultat de plus d'un siècle d'exaction et d'injustice, et que la révolution aurait éclaté et sans Nasser. Et tout simplement. Mais quand même, il a cette excellente réflexion, puisqu'il dit les Français et les Britanniques vont en profiter, surtout les Français, vont en profiter pour faire un double coup. Notamment, bon, ils vont, après la nationalisation du canal, ils vont récupérer, ils veulent récupérer le canal, bien évidemment, hein, ça au nom des gros sous, des gens, des gens de l'argent. Hein, ils envoient un corps expéditionnaire avec les Britanniques, corps expéditionnaire qui va être aidé d'ailleurs par l'armée israélienne à l'époque. Et puis ils se disent, tiens, comme ça, les Français vont aussi liquider ce qui est un soutien à la lutte de libération nationale algérienne, c'est-à-dire l'Égypte, notamment Gamal Abdel Nasser. Ils se disent, tiens, on va faire d'une pierre deux coups, on va se débarrasser enfin de celui-là, et puis comme ça, il en verra plus d'aide. On récupère l'Algérie de papa. Voilà. et ce qui est très étonnant, Mohamed Amounten, sur le livre de votre père, c'est que très souvent, en 4-5 lignes, il a une analyse politique de fond sur la situation, une clairvoyance absolument extraordinaire, je dirais plus qu'une clairvoyance, puisque bien souvent, il prévoit ce que les choses vont devenir et comment elles vont soit déraper, et là, il va y avoir dérapage. C'est clair. Ça m'a effectivement frappé, cette façon de réfléchir, de concevoir l'avenir, c'est à la limite du prophétique. Oui, étonnant. Mais parce qu'il avait une base idéologique et politique solide, très solide. Hein. On ne peut pas écrire des réflexions de ce type, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle jamais de lui. Tout à fait. Il ne parle jamais de lui. Il parle toujours soit de ses amis, soit généralement de la situation politique dans le monde, et plus particulièrement évidemment en Algérie, et plus particulièrement dans la région où il vit, où il enseigne. Oui, il avait une vision de la division planétaire, des forces en puissance comme l'URSS et les États-Unis, et il déclare que l'Europe était en train de perdre en fait ses influences. Et ça y est, les deux grands empires britanniques et français sont en train de s'effilocher. C'est fini, c'est terminé. Ils ne sont plus les maîtres du monde. Il a compris tout ça. Il a compris tout ça. Et c'est pour ça qu'il se révolte contre les socialistes qui ont en fait déclaré la guerre, qui ont mis les 500 000 soldats sur le terrain, qui ont utilisé les grands moyens pour combattre cette idée nationale qui germait dans nos maquis et qui n'était pas nouvelle de toute façon. Alors il va parler, et chaque fois qu'il y a un événement majeur qui se passe, il va écrire soit de longues réflexions, parce qu'il estime qu'il y a lieu d'en parler, soit des phrases, quelquefois on sent c'est le coup de colère. Hein. C'est même pas la réflexion, c'est je suis écœuré de la position de tel homme politique français ou de tel parti politique, parce que franchement, quel aveuglement, comment ne peuvent-ils pas comprendre que le monde a changé, c'est terminé. Nous ne sommes plus à l'époque de, comme vous disiez très bien tout à l'heure, de l'Algérie de papa, de l'empire colonial français avec le casque colonial, hein, et qu'on va faire ce qu'on a envie de faire. C'est terminé. La guerre 39-45 a bouleversé le monde. Dien Bien Phu a bouleversé la situation dans les pays qui veulent leur indépendance. Le canal de Suez aussi. Tout a changé, et c'est là qu'il déplore cet entêtement du colonialisme. Et il dit, les socialistes français sont en train de servir non pas la France, mais la droite. La droite. Plus que la droite, quelquefois ils sont plus droitiers que la droite. Les avantages de défendre les colons d'Algérie et leurs privilèges, au lieu d'être tout simplement
humain et essayer d'amener la paix. Alors, d'autres réflexions, et puis après on va passer sur comment a été constitué cet ouvrage, Mohamed Hamdan, parce que ça a demandé beaucoup de travail. Mais je voudrais qu'on évoque aussi d'autres points sur lesquels il parle, votre père parle. Hein. Tout de suite, il comprend que Bandung, la conférence de Bandung, va être excessivement importante, qu'elle bouleverse la donne mondiale. Et il dit, voilà des peuples qui, pendant pratiquement des siècles, ont été sous la férule de grands empires et qui se lèvent et qui disent non, nous allons constituer une troisième force et cette troisième force, nous allons aider du mieux que l'on peut les luttes de libération nationale, parce qu'il y en avait, hein. Il ne faut pas oublier l'Empire portugais également, hein, ont déjà commencé à poindre. Alors, en Afrique noire, en fait la conférence de Bandung, en fait, allait dessiner ce qui allait être quelques années plus tard, les non-alignés. Exactement, la conférence des non-alignés. Voilà. C'était dans la là même veine. Effectivement, que se sont dessinés les politiques de beaucoup de pays pour appuyer ces mouvements de libération. Et c'est là qu'on voit des pays dits émergents à l'époque, puisqu'ils venaient de sortir eux aussi d'une guerre civile terrible comme la Chine, prendre position et reconnaître eh bien que l'Algérie doit être indépendante et le gouvernement provisoire. Hein. Et là, étonnement général. Hein. On dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'ONU. Oui, mais l'ONU, pour paraphraser quelqu'un qui lui aussi a fait beaucoup de mal à l'Algérie, un certain général, qui disait ce machin, ce bidule, hein, parce que on voit bien malheureusement les résolutions de l'ONU qui sont écrasées du pied par certains pays contre le peuple palestinien, hein, les droits du peuple sahraoui. Et il parle de Bandung, il parle aussi d'une conférence très importante dont on parle peu. C'est celle de Londres. Oui. Avec Nehru. Oui. Il dit, là, il y avait une possibilité de trouver une solution. Nehru arrive avec 5 propositions, de possibilités de trouver, de se mettre autour d'une table, les belligérants, et de trouver une solution. Il dit encore une fois, les Français, d'un revers de main, disent « ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème ». Et oui, c'est cette attitude qui a amené à l'enlisement et à l'issue douloureuse enfin douloureuse, à l'issue positive pour nous. Plus meurtrière, guerre coloniale. Et il dit qu'on aurait pu faire l'économie de tous ces morts, de toutes ces blessures, de toutes ces misères qu'a ramené la guerre. Et c'est vrai qu'on aurait pu prendre le raccourci, négocier et faire l'économie de tout ça et sauvegarder à la limite ceux qui... Le règlement d'une guerre ne se fait jamais par les armes. Le règlement d'un conflit se fait toujours autour d'une table de négociation. De toute façon, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Comme disait feu le général Diap, très franchement, l'impérialisme et le colonialisme n'ont pas encore compris les leçons. C'est un mauvais élève. Chaque fois, il apprend à ses dépens que de toute façon, ce n'est pas par là le super armement et les massacres qu'on règle les problèmes, c'est autour d'une table de négociation, qu'on le veuille ou non. Il le signale dans ses... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il va parler également du début, parce que son ouvrage est enfin, l'ouvrage qui est devant nous, Réflexion, je rappelle, Réflexion sur la guerre d'Algérie, paru aux éditions Enag, écrit par feu votre père Ali Hamoutan, Mohamed Hamoutan. Il y a 2 périodes. Il y a où il commence, c'est-à-dire donc c'est Tizi Ouzou 1957, c'est ça 56, pardon. Et il y a une deuxième partie qui commence en 60. Alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est vrai que ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé patiemment en faisant des recherches, en compulsant ces affaires personnelles que ma mère gardait précieusement dans une chambre
Et... Alors on va voir à l'écran justement deux de ces cahiers auxquels il écrivait, il prenait ses notes, qui sont des cahiers d'écoliers. Des cahiers d'écoliers à l'effigie de Jeanne d'Arc, comme on en avait à l'époque, effectivement. Avec cela alors. Et donc voilà comment ça s'est passé. Après la mort de mon père, on est rentré sur Tizi. C'était un bouleversement. On était tous jeunes. Hein. L'aîné, mon frère aîné avait 15 ans. Et la petite sœur, la dernière, avait à peine une année, même pas. Donc nous étions là, donc figés dans cette situation, et on a déménagé, puis bon, les premiers temps, donc ces affaires ont été emballées, remisées dans des placards, dans des cartons, et pendant longtemps, ma mère gardait ça précieusement, elle refusait qu'on manipule, qu'on touche trop, qu'on farfouille. Et puis, ce n'est qu'à l'adolescence qu'on a commencé avec mon frère, Allah yarhamou, à regarder un petit peu dans ses affaires pour les classer. Il y avait beaucoup de livres, beaucoup de cahiers, beaucoup de revues, beaucoup de journaux. Et c'est en feuilletant, donc des années après, en feuilletant ces cahiers que... bon, c'était un peu difficile hein, de se retrouver, parce que c'était dans ces cahiers, il y avait des traités de pédagogie, de philosophie, d'histoire, c'était pêle-mêle. Et de temps en temps, sauf pour le premier cahier, effectivement, qu'il commence en 56, celui-là est assez consistant et régulier. Mais dans les autres cahiers, ce sont des réflexions au milieu de dissertations. Ah bon? Ah oui, au milieu de dissertations sur des sujets d'autres sujets, hein, des sujets non pas politiques, des sujets de pédagogie. Des sujets d'écoliers. Un cahier, je vais le montrer. Donc, et de temps en temps, c'est comme si son cœur se déverse. Et il commence à traiter des événements de l'époque. Petit à petit, bon, j'ai trouvé ces réflexions concernant la guerre intéressantes. Et donc, avec mon frère, on a essayé de les réunir en un recueil. On a fini par le faire, mais ça a demandé des années de travail. Il fallait trier, sasser. Trier, classer, chercher encore. Bon, on a pu obtenir comme ça un recueil d'une centaine de pages, un peu plus. Et l'idée a germé d'en faire un livre. On était tous, excellente idée. Bon. Et bon, ce qu'on a retrouvé, c'est effectivement la période de 56. Et puis la période de 1960. Alors entre de 57 à 59, il faut savoir que c'est la période où il a été exilé de Tizi Ouzou, où il a fallu déménager à plusieurs reprises. Bon, alors, est-ce qu'il n'a rien écrit? Je ne pense pas. Parce que j'ai retrouvé durant cette période aussi d'autres cahiers où il y avait quand même des écrits, mais pas sur les événements. Est-ce qu'il les a détruits lui-même? Ben oui, de peur qu'on trouve peut-être des notes compromettantes. Ben oui, parce que là on passe à la période la plus chaude, malheureusement. Chaude, effectivement, et où il a été inquiété par les autorités militaires. Donc il a pu faire disparaître ça, ou alors ça a été perdu, c'est aussi une possibilité. Mais se dire qu'il n'a rien écrit, ça ne répond pas à son tempérament. Parce que si je prends la structure de l'ouvrage, hein, je lis très rapidement la dernière phrase de ces cahiers de 57, hein, 57 et plus, 56, pardon, de 56. Il est dit, c'est la dernière phrase, c'est celle que je crois que vous vouliez lire. Oui. La Kabylie connaît des jours sombres. La famine réussira-t-elle à réduire l'héroïque résistance des fils du Djurdjoura? Un abîme sépare désormais l'Algérie et la France. Bien. Et tout d'un coup, on passe, mais c'est pas logique qu'il n'y ait pas une suite, hein, puisqu'on passe à, là c'est l'avènement de De Gaulle, on est le 8 septembre 60, De Gaulle est depuis déjà 2 ans au pouvoir, hein, ça, le 13 mai 58 l'amène au pouvoir, d'une drôle de façon d'ailleurs, pas toujours très, très démocratique, pardon.
il dit, il est très déçu. Il est très déçu parce qu'il dit, continuer un petit peu la politique de Guy Mollet, il va être très dur. Il semble à présent que la France soit retombée dans les erreurs du passé, pas plus que Guy Mollet, De Gaulle n'a pu sortir de l'ornière algérienne. Les tournées apparemment triomphales en province masquent à peine l'échec d'un gouvernement qui ne sut plus offrir au bon peuple de France que les spectacles bruyants et colorés d'il y a 20 ans. Hitler et Mussolini multipliés pour mystifier les peuples. Ah, là, il est direct. Hein. Donc, pour moi, c'est quasiment impossible que tout d'un coup, après pratiquement 3 ou 4 ans, il recommence une écriture sur 2 ans après l'arrivée de De Gaulle. Je suppose que 58 a dû être excessivement marquant. Il a dû avoir des réflexions sur l'arrivée de De Gaulle. L'intensification de la guerre, l'arrivée de De Gaulle, les événements du 13 mai. 13 mai, c'est pas possible. Les barricades, il n'a pas pu rester ni insensible, non, ça c'est hors de question, ni sans écrire. Malheureusement, c'est ça les archives. Oui, bon, effectivement. Elles sont déjà assez riches comme ça. Voilà, ça fait partie un peu de l'histoire de ce livre. Donc sa conception, il a fallu donc que je la fasse bien des années après. La présentation du recueil à la SNED a été donc marquée par plusieurs refus et ce n'est qu'au 20e anniversaire de l'indépendance que le sésame a été donné. Pourtant, les notes de votre père sont essentielles pour comprendre ce que, je dirais, un intellectuel algérien qui est devenu inspecteur de l'éducation nationale, qui va être un des acteurs des centres socio-éducatifs, qui est quelqu'un de connu, parce que malheureusement il n'y en avait pas beaucoup, ami de Mouloud Feraoun, etc. C'est quand même une des pièces essentielles pour comprendre ce qu'on a appelé la montée des intellectuels, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, algériens, et leur engagement pour la lutte de libération nationale, pour l'indépendance de l'Algérie, parce qu'ils sont en train de fabriquer ce qu'on va appeler parce que tout le monde espérait bien évidemment l'indépendance et lutter pour l'indépendance, ceux qui vont fabriquer bien les futurs cadres. Il faut bien appeler cela comme ça, de l'Algérie indépendante. Donc, on comprend très bien ce type de réflexion essentielle pour bien comprendre ce qui va se passer après 62. Et là, je voudrais que vous me parliez justement de ces centres socio-éducatifs, parce que ça a une importance capitale. Oui, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Il était question qu'il prenne la direction d'une inspection académique, il a refusé, tant en Algérie qu'en France. Il a été sollicité par son ami M. Dini, directeur de Bouzarea, et là, ça m'a été rapporté, il en parle aussi, il dit, à sa nomination aux centres sociaux, Dini lui dit, mon pauvre Ali, on t'a fait là un cadeau empoisonné. Alors, pourquoi il va aux centres sociaux? Les centres sociaux, c'était une structure pour l'éducation de base des plus pauvres, des déshérités du tiers-monde algérien qui prenait 80%. Oui, si ce n'est pas plus. Sinon plus. Et c'était une école parallèle. Il faut expliquer les choses. Bon. Pendant la guerre, il y a eu des déplacements de population, il y a eu des centres de regroupement. Et autour de ces centres de regroupement, l'armée avait créé ce qu'ils appelaient les CFPA, les centres de formation de la jeunesse. En fait, c'était des centres pour embrigader la jeunesse, sous contrôle de l'armée. C'était les sections administratives spécialisées, les fameuses SAS. Bien. Quand mon père est arrivé aux centres sociaux, bon, bien sûr, pas tout seul, mais c'était une option politique, c'était de dégager les jeunes de ces SAS. Contrôlés par l'armée. Et contrôlés par l'armée. Et les services de renseignement. Et les capitaliser au sein des centres sociaux éducatifs, qui, eux, dépendaient du ministère de l'Éducation.
sous la coupe directe du recteur de l'Académie d'Alger. Voilà comment l'histoire commence. Donc celle des centres sociaux. Les centres sociaux avaient déjà un passé. Mon père n'y était pas encore. En 1957, lors de la bataille d'Alger, ils ont été malmenés par l'armée. Pourquoi? Bon, proches des populations algériennes et les plus démunies, eh bien, ils étaient forcément en contact avec les maquis et la rébellion. L'armée le savait. Bien sûr. Les cadres des centres sociaux étaient, entre guillemets, réservés sur le plan politique, mais en fait, ils ne pouvaient pas l'être. Parce que impliqués, en fait, impliqués dans la misère sociale. Les centres sociaux avaient pour mission d'éduquer, d'apprendre à lire, à écrire, à vivre. L'hygiène, la santé. C'était une expérience qui avait été déjà tentée en Amérique du Sud. Je ne sais plus si c'est au Brésil ou enfin dans un des pays pauvres d'Amérique du Sud. Et dont s'est inspiré Germaine Guillon. Et elle a réuni, donc ils ont pu réunir une équipe où il fallait être engagé et volontaire. Je vais vous lire une petite citation qui résume un peu son action et ses impressions sur ces fameux centres sociaux. C'était l'une des dernières d'ailleurs, m'excuse. Alors, c'était, oui, qu'il m'est difficile, je le cite, qu'il m'est difficile de connaître l'homme et d'y porter un jugement. Il apparaît tantôt sous un aspect séduisant, tantôt sous son jour le plus défavorable. J'ai le grand défaut de ne jamais penser au mot célèbre de Pascal, ni ange, ni bête. Cette tendance que j'ai de juger l'homme avec indulgence me nuit considérablement. D'une part parce que trop confiant, je livre mon âme à nu, avec facilité. D'autre part, je considère que mon vis-à-vis étant animé des mêmes sentiments qui m'animent. Ce ne sont trop souvent que déception et erreur. J'en ai la preuve depuis que j'ai pris mes fonctions dans le service des centres sociaux. J'ai appris à connaître la méchanceté des hommes. Je me suis épuisé depuis bientôt 4 mois à soutenir une lutte stérile et accablante, tandis que d'autres horizons s'ouvrent à moi. La perspective d'animer des centres, de voyager à travers mon pays, d'aider les miens, tout en apprenant à les mieux connaître, à les aimer davantage, malgré leur misère et leur ignorance. Très beau. Ouais. Là, il nous reste que, malheureusement, que quelques minutes, Mohamed Hamouten, pour parler de l'ouvrage de votre père, Ali Hamouten, Réflexion sur la guerre d'Algérie, je le rappelle, réédité par l'édition ENAG. Je voudrais juste que, pour mémoire, parce que tout cela va finir par ce terrible drame du 15 mars 1962, à quelques jours de la signature des accords d'Évian. Et 6 personnes vont être, mais plus que lâchement assassinées, mitraillées, fusillées comme... un crime abject, prémédité. Et on connaissait les noms, ils savaient les noms. Ils ont préparé l'attentat et ça a été commandité par l'état-major de l'OAS. Un jour, j'écoutais dans une émission dans une chaîne étrangère, Jean-Jacques Suzini, qui était dans l'état-major de l'OAS, et on lui a posé la question, on lui a dit « Et les centres sociaux, c'est vous ?» Il leur a dit « Oui, c'est nous ». Et on lui a posé la question, mais pourquoi? Il leur a dit, écoutez, à l'époque, ceux qui n'étaient pas avec nous étaient contre nous. Aussi froidement que ça. Alors, ça signifiait beaucoup les centres sociaux. Citons ces martyrs. Max Marchand, Mouloud Ferraoun, Ali Hamouten, Marcel Basset, Robert Aymar et Salah Ould Aoudia. Voilà, ceux qui sont tombés sous les balles de l'OAS et qui ont tant fait
pour que l'Algérie devienne indépendante. Jamais ne les oublier. Et voilà, lisez Ali Hamoutan, Réflexion sur la guerre d'Algérie, paru aux éditions ENAG. Merci mille fois Mohamed Hamoutan d'être venu nous voir. Je vous remercie également. Beaucoup de choses encore dans ce livre. Hein. Et je lègue à mon peuple, comme il aurait souhaité sûrement, cet ouvrage en le tendant surtout à la jeunesse algérienne. C'est le plus beau geste. C'est le plus beau geste. Il est destiné. Passez le relais. Voilà, comme il vous l'a passé à vous. Voilà, merci encore. Excellente fin de soirée sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous, bonne fin de soirée. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Bonne lecture. Au revoir.